La colère des éleveurs de bovins, dépités des attaques de chiens errants contre leur cheptel. Ils ont enchaîné un veau mort à la porte de la Chambre d'agriculture. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter est à venir. Et le rectorat, à nouveau dans la tourmente. Le personnel administratif réclame une meilleure prise en compte de ces évolutions de carrière. Vous entendrez la réaction de Michel Le Tapin, chef de file de la mobilisation, et les explications du rectorat. Et le chômage détruit, déconstruit ceux qui en sont les victimes. Parfois, la dépression conduit le chômeur à mettre fin à ses jours. Un reportage d'Isabelle Hameau sur cette détresse qui touche 23% de la population. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver à la une de votre journal ce soir. L'exaspération des éleveurs de bovins de la Guadeloupe. Victimes de l'appétit féroce des chiens errants, ils voient leur cheptel diminuer chaque année. Pour faire entendre leur colère, ils ont décidé de bloquer la Chambre d'agriculture ce matin à l'aide de véhicules et d'une carcasse de veau suspendue sur les grilles de l'institution située à Convenance, Bemao. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Au départ, il n'y a pas ni langue, il n'y a pas ni yeux. Et pas les oreilles. Et il fait tout partout. Alors, chien, nous avons un problème à chien errant qui mange les animaux. Une situation qui exaspère les éleveurs au point que ce matin, ils ont accroché aux grilles de leur chambre un veau abattu par des chiens. Un animal de plus. Les nous, la municipalité ou bien la police, ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant hier. Alors, je dis là, c'est là que nous avons payé les cotisations, nous avons payé tout le temps, nous venons là. Nous disons, mais c'est les faits couillés, oui, jusqu'à présent, nous avons couillé. Et nous, en temps, nous avons payé tous les animaux. Tout coup, c'est là qui est bloqué, là, bloqué. Tout coup. C'est la Chambre qui a payé les cotisations, c'est la Chambre qui est responsable à bête en Guadeloupe. Le président Patrick Célin est impuissant face à ce fléau. Il comprend la colère, mais n'adhère pas à la méthode employée. La responsabilité ne compte pas à la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture va accompagner, comme on l'a toujours fait, on va accompagner ces éleveurs qui sont en difficulté grave, je le sais, après la sécheresse maintenant du chien errant. Il faut que quelqu'un se décide à prendre cette responsabilité qui n'est pas de la Chambre, c'est la responsabilité des mairies. Et aujourd'hui, donc ceux qui réclament, ils réclament une table ronde avec la préfecture, avec les représentants des mairies. La Chambre n'a pas les moyens ni de solution miracle pour venir à bout seule de cette catastrophe. Il faut un responsable, une table ronde entre tous les acteurs. Elle sera programmée cette semaine. Même si on peut imaginer quelque chose, mais c'est avec les autres qu'on pourra mettre ensemble, puisque nous n'avons pas plus de moyens que ça. Donc, pourtant, nous avons des éleveurs qui ne sont pas clôturés, mais nous avons ceux qui sont clôturés, et pour autant, ils ont ces dégâts-là. Donc, il faut trouver la solution. La solution, c'est attaquer celui qui nuit, donc les bêtes, les chiens. Alors, qui va le faire? En tout cas, ce n'est pas nous, c'est avec les services de l'État, avec les mairies. Nous aussi, on peut accompagner, mais en termes de moyens, ce n'est pas nous qui avons ces moyens-là. Mais en attendant les actes, les éleveurs restent mobilisés. Ils veulent des preuves concrètes. Alors là, nous plaît, et nous commençons. Et les éleveurs ont décroché la carcasse en milieu de journée après avoir obtenu l'assurance d'une table ronde qui aura lieu ce mercredi soir avec tous les acteurs concernés. Autre mobilisation ce matin, celle du personnel administratif du rectorat. Il dénonce une mauvaise politique de gestion, notamment sur la question des évolutions de carrière. On écoute Michel Le Tapin, secrétaire régional de l'UNSA, et la réaction de la directrice de cabinet du recteur, Nicole Dupuis, face à la caméra de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Depuis plus d'un an maintenant, tous les dossiers concernant la carrière des collègues administratifs sont bloqués, notamment le dossier concernant les indemnités. Il y a l'année dernière, jusqu'à décembre, il y avait deux académies qui n'avaient pas encore mis ce dispositif en place, la Guadeloupe et Montpellier. Montpellier parce que le secrétaire général actuel était DRH. Il est revenu chez nous en tant que secrétaire général et c'est le seul dossier qui reste bloqué. C'est-à-dire que lui, il a un schéma de fonctionnement et il bloque tout. Ce schéma de fonctionnement pénalise tout le monde, bloque également les collègues au niveau de leur évolution de carrière. Donc nous disons, en termes d'avertissement, nous disons à M. le recteur de prendre des dispositions pour que les choses puissent se débloquer. Et cela, si dans les jours à venir, il n'y a aucun geste qui est fait, finalement, nous serons obligés d'entrer en mouvement. Toutes les rencontres que M. le recteur a pu tenir avec les organisations syndicales et qui se poursuivent jusqu'à maintenant, c'est dans le but de traiter de façon équitable et dans un cadre réglementaire, puisqu'il y a des dispositifs, il y
y a des dispositions qui sont prises, que la loi autorise, et il n'est bien évidemment pas question pour Monsieur le recteur de faire fi de toute la réglementation administrative. Donc je crois aujourd'hui que les personnels ont voulu à nouveau sensibiliser, peut-être parce que les choses ne vont pas au rythme qu'ils le souhaitent, mais nous faisons aussi avec les personnels qui sont là, avec les dossiers qui sont analysés dans un cadre donné, à un moment donné, et je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir penser que les choses stagnent et qu'on n'avance pas. Depuis que nous sommes là, que Monsieur le recteur est là, il y a vraiment une volonté de prendre tous les dossiers les uns après les autres et de faire en sorte qu'on puisse porter des réponses constructives pour le bien-être de tous. Parce que les personnels qui sont dans ce rectorat, on ne peut pas dire que les portes sont fermées et que systématiquement ils reçoivent une fin de non-recevoir, quel que soit le sujet sur lequel nous sommes interpellés. À l'occasion de la fête des mères, la Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe, en partenariat avec la région, inaugure un nouveau concours de décoration intitulé Like Mon Commerce. Cette opération vise à récompenser la plus belle décoration de point de vente de la Guadeloupe grâce au populaire réseau social Facebook. Reportage Karen Diam. À l'approche de la fête des mères, mais surtout dans une société où le numérique occupe une place de plus en plus prédominante, la CCI a souhaité moderniser le fonctionnement des commerces de Guadeloupe en lançant son jeu Like Mon Commerce. Sur la page Facebook de la CCI, l'internaute verra l'onglet Like Mon Commerce, donc participer à Like Mon Commerce. Tous les commerçants, en tout cas leurs photos, leurs décorations sont présentes sur cette page et donc l'internaute aura le plaisir de dérouler la page et de voir les différentes décorations. Et du coup, voter pour celle qui lui plaît le plus. L'intérêt du Like, c'est de faire connaître les commerçants, leur côté créatif, leur originalité, et de les mettre à l'honneur sur cet outil du numérique pour leur permettre d'avoir une visibilité, de se faire connaître de par les internautes. Eux, en fait, les internautes, l'objectif, c'est de pouvoir découvrir ces boutiques qui existent en Guadeloupe. On ne sait pas toujours où trouver tel ou tel commerce dans notre commune. Donc c'est l'occasion pour eux de savoir un peu ce qui se passe en Guadeloupe économiquement parlant. Et puis le commerçant qui gagnera ce concours, il y aura en premier prix un séjour d'affaires sur Paris à gagner. Le deuxième prix est une formation en langue étrangère. Et puis le troisième prix, une tablette numérique. Donc on reste effectivement dans quelque chose de très professionnel pour le commerçant. Des gains minimes, car le véritable enjeu de cette action reste bel et bien l'apprentissage de nouveaux moyens de communication. Les entreprises ont véritablement le défi du numérique à relever et c'est une manière pour la CCI qui s'oriente aussi, elle, à s'organiser, à se structurer pour construire la CCI de demain, d'accompagner les entreprises vers cette transition numérique. Et c'est un moyen qui peut sembler un peu ludique, mais aussi un moyen de promouvoir les entreprises, leur savoir-faire sur la toile du numérique qui est visible par tous les internautes du monde entier. Sur l'ensemble des commerçants de l'archipel, 17 ont souhaité participer à ce jeu concours, une véritable opportunité marketing pour le magasin multisac de Pointe-à-Pitre. Ce petit jeu concours, c'est surtout de la visibilité. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui n'osaient même pas entrer dans le magasin et par rapport à la vitrine, s'arrêtent, rentrent, posent des questions. Donc j'invite tout le monde à décorer leur vitrine. Il fallait décorer la vitrine. Et c'est tombé dans une période où est-ce que les élèves du lycée Carnot m'ont proposé de décorer une vitrine pour leur bac pro. Donc c'était tombé en super corrélation. Bien qu'il en soit à sa première édition, le jeu Like Mon Commerce a de véritables ambitions. On espère vraiment que les entreprises vont vraiment prendre leur part sur cette toile du numérique. Donc on attend aussi beaucoup plus de visibilité, c'est un moyen pour eux de se faire connaître. Et puis pour une deuxième édition, pourquoi pas. Donc plus il y aura de mobilisation sur cette opération, et bien la CCI se verra, pas dans l'obligation, mais surtout encouragée pour continuer cette initiative. Démarré il y a 2 jours, Like Mon Commerce est donc une passerelle numérique offerte aux commerçants. Et le chômage peut être très mal vécu. Il sera à l'origine de milliers de décès par an au niveau national selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. En Guadeloupe, pas moins de 5% des personnes sans emploi seraient concernées. Les explications d'Isabelle Hameau. Les demandeurs d'emploi sont presque 2 fois plus nombreux à souffrir de dépression que les actifs. C'est ce que confirment de nombreuses recherches menées par l'INSERM. En Guadeloupe, si le taux de chômage est de 23% en moyenne, 5% de ces chômeurs seraient dépressifs.
Un résultat qui s'expliquerait par la période de non-activité. La valeur travail est quelque chose d'extrêmement important dans notre société. C'est vrai que quand les gens ne travaillent pas, ils n'existent plus. Ils perdent leur identité, mais ils perdent aussi la considération qu'ils ont d'eux-mêmes, la reconnaissance de leur famille, de leurs proches, de leurs enfants. Et par conséquent, ne plus avoir de travail, c'est ne plus exister. Et quand on n'existe plus, finalement, notre existence perd de son sens. Donc la perte du travail entraîne une perte du sens de l'existence et c'est l'une des causes essentielles de la dépression. Une dépression qui mènerait au suicide dans la plupart des cas. Les hommes seraient généralement plus concernés que les femmes. Sur la question de la dépression, en fait, l'enjeu pour l'homme est beaucoup plus important. Autant on peut comprendre qu'une femme ne travaille pas parce qu'elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son foyer. L'homme n'a pas cette possibilité d'investissement d'une vie familiale. Et par conséquent, il vit la dépression beaucoup plus difficilement que la femme. Le moment justement où la dépression apparaît est beaucoup plus court chez l'homme que chez la femme, parce que la femme a encore des activités qui peuvent, je dirais, lui donner du sens à sa vie. L'homme, quand il n'a pas de travail, sa vie n'a plus de sens. Donc la femme, c'est le travail plus la vie familiale. Donc elle est différente parce qu'elle dure moins longtemps chez l'homme, c'est-à-dire que les comportements suicidaires arrivent beaucoup plus vite. Le sentiment aussi de baisse d'estime de soi, le sentiment d'inutilité, le sentiment de n'avoir plus sa place dans la société, le sentiment de ne plus être considéré. Parce que chez l'homme, en fait, l'image du travail est l'image aussi de la réussite sociale. Depuis peu, le Pôle emploi a mis en place une aide psychologique pour accompagner les seniors en période de chômage, un soutien que devraient aussi bénéficier les jeunes chercheurs d'emploi. Et on estime qu'environ 10% des femmes en âge de procréer seraient atteintes d'endométriose, une maladie gynécologique chronique et douloureuse. En Guadeloupe, une association vient en aide à ces femmes parfois incomprises. Fabienne Dondas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'association Caruc Endo. Votre association est toute jeune, 2 ans d'existence ce mois-ci. Quelle aide apportez-vous à ces femmes ? Oui, bonsoir. Donc, l'association créée en mai 2014, le 10 mai précisément, pour soutenir, informer et essayer le plus possible d'orienter les femmes qui font appel à nous. Quelles actions avez-vous déjà menées? Des actions d'écoute? Donc nous faisons beaucoup de stands, nous répondons à des appels pour les stands. On a fait les 2 marches mondiales qui ont eu lieu en mars l'an dernier. Cette année, nous avons encore fait cette marche, on l'a reconduite cette année. On a eu plus de monde cette année, à peu près une centaine de 150-200 personnes qui sont venues nous épauler lors de cette marche. Alors, de nombreuses femmes en souffrent sans le savoir. Quels sont les symptômes? À quel moment faut-il s'alarmer et se dire « tiens, j'ai peut-être cette maladie » ? Donc, il y a 180 millions de femmes qui souffrent d'endométriose dans le monde. Il faut se dire qu'il y a 180 millions de symptômes au niveau de l'endométriose parce que chaque femme développe un symptôme. Mais c'est plus souvent les règles douloureuses et invalidantes qui poussent la sonnette d'alarme. D'accord. Il faut en moyenne 7 ans pour la diagnostiquer, cette maladie. C'est long, c'est extrêmement long. Avez-vous le sentiment que cette maladie est également taboue, qu'on s'intéresse peu finalement à la douleur féminine ? L'endométriose, c'est les règles douloureuses et la femme, elle est née pour avoir mal pendant les règles, mal pendant l'accouchement. Le diagnostic est extrêmement long. C'est vrai que la souffrance, elle est là. Maintenant, on essaie avec les associations, grâce aux associations, que le diagnostic soit réduit et sensibiliser les gynécologues à ce sujet-là. Les gynécologues ne sont pas suffisamment informés, ne connaissent pas suffisamment la maladie ? Je dis ça touche les règles, donc les femmes doivent souffrir. Donc pour eux, c'est encore normal que la femme souffre pendant les règles. Donc, comment vous expliquez cela ? Le manque de sensibilisation, le manque de... Je ne dirais pas d'information parce que les informations existent maintenant. C'est plutôt le manque de sensibilisation et le fait qu'ils restent aussi enfermés dans les règles. Les femmes doivent souffrir pendant les règles et pendant l'accouchement. Et finalement, ce n'est pas normal qu'une femme souffre. La douleur ne doit pas être associée aux règles, en tout cas. Pas du tout. Vous le dites, le plus dur est de lutter, il y a longtemps, même des professionnels, c'est assez inquiétant, de lutter contre les préjugés qui entourent cette maladie. Quels sont les autres préjugés ? L'endométriose, ça touche la femme, donc un peu l'infertilité. Donc souvent, les gens, le regard des gens au niveau de le fait qu'on est en couple, on n'a pas encore d'enfant, l'enfant tarde à venir. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, le regard touche énormément. L'infertilité est une fatalité lorsqu'on a cette maladie ? Non, ce n'est pas une fatalité, pas du tout. Certaines femmes arrivent à avoir des enfants malgré qu'elles ont de l'endométriose. Grâce à la procréation médicale assistée, d'autres arrivent naturellement.
Et c'est vrai que ce n'est pas une fatalité. Les règles douloureuses, ce n'est pas une fatalité du tout. Finalement, quelles sont les actions qui sont menées justement pour aider ces femmes à accepter cette maladie et vivre mieux avec ? Donc déjà, faire connaître à la femme l'endométriose, c'est quoi l'endométriose ? Grâce aux associations qui existent en Guadeloupe et également dans l'Hexagone, les progrès ont été faits et maintenant les femmes elles ont un petit peu d'espoir d'aller mieux grâce aux différents examens qui peuvent se faire. Bon, les traitements, ce n'est pas encore ça, mais on a beaucoup d'espoir maintenant actuellement grâce aux associations qui mènent et qui sensibilisent sur cette maladie. Et vous organisez également des rencontres pour que les femmes se rencontrent ? Voilà, l'association et les jeunes, on la structure petit à petit. Donc nous faisons des rencontres amicales entre nous. On essaie de sensibiliser et de ramener à nous les professionnels le plus possible, les gynécos, les psychologues, parce qu'on en a également aussi besoin. Vous sensibilisez également les adolescentes ? Au niveau des adolescents, c'est encore dur. Donc, c'est plutôt la famille qu'on sensibilise pour qu'ils aient un regard, qu'ils écoutent aussi les enfants pour, quand elles disent qu'elles ont mal, pour que la famille puisse faire le nécessaire pour que la jeune fille ne souffre pas autant que nous. Vous dites que c'est dur. Qu'est-ce qui est difficile ? Donc, c'est une maladie qui est taboue. C'est une maladie qui fait beaucoup de souffrance, qui crée l'isolement, qui crée beaucoup de... Par rapport au corps, aux cicatrices qu'on a, des fois, on n'arrive plus à s'aimer par rapport à ça, à accepter la maladie. La souffrance, elle est intérieure et pour certaines, elle est également visible de l'extérieur. Fabienne Dondas, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. L'obésité se soigne en Martinique. Il existe une structure, un centre de soins, Valériane, à Trinité. Chaque année, la structure accueille une centaine de patients pour cause d'obésité. Aujourd'hui, la structure ouvrait ses portes au grand public. L'occasion justement de répondre aux questions des curieux. On regarde le reportage de Louise Sabas d'ATV Martinique. Lâchez les bras. Contrôle du poids, de la tension, du tour de taille et de la glycémie. Christine est volontaire à cette batterie de tests. Elle a décidé de se prendre en main et de surveiller son poids, d'où sa présence à cette journée portes ouvertes contre l'obésité. Comment préparer mon alimentation, comment manger, quelle activité sportive je dois faire. C'est pour pouvoir rester jeune plus longtemps, parce qu'on prend de l'âge. Le site de la Valériane à Trinité est spécialisé dans la nutrition et dénutrition. Il a ouvert ses portes il y a une vingtaine d'années et accueille une centaine de résidents. Stéphanie fait partie de ceux-là. Présente depuis le début du mois pour diverses pathologies, ici, elle apprend aussi à manger sainement. Au début, c'était un petit peu difficile, mais au fur et à mesure, j'ai appris à manger correctement. Ici, les patients sont accueillis en hôpital de jour ou pour une admission de plusieurs semaines. C'est avec son médecin en fonction des pathologies associées, notamment le diabète, qui est un cas effectivement d'hospitalisation, soit sur une hospitalisation complète de 3 semaines, ou soit éventuellement pour une intervention chirurgicale de façon à perdre du poids. Dès la demande d'admission du médecin traitant, il y a une commission d'admission qui se réunit avec notre médecin chef de service et le cadre de santé pour valider ou non l'hospitalisation. À la Valériane, on ne s'occupe pas que d'obèses, seule une trentaine de lits leur sont réservés. Et le reste, c'est du soin de suite polyvalent, avec du soin de suite en santé mentale, puisqu'on travaille avec un psychiatre. Le reste de nos hospitalisations, c'est essentiellement du soin de suite chirurgical, notamment la chirurgie viscérale. Et également, on a quelques lits qui sont réservés pour les fins de vie ou les soins palliatifs. Chaque année, ce sont plus de 1200 patients âgés de 25 à 70 ans qui sont accueillis pour cause de problèmes liés au surpoids ou à l'obésité. Le centre de soins est aussi le seul en Martinique qui a vocation à accueillir des malades venant de la Guadeloupe et de Guyane pour cette pathologie qui touche environ 100 000 personnes dans l'île. Et lancé le 5 mai dernier à l'initiative du comité de marche 98, la Fondation Esclavage et Réconciliation tenait ce matin à Paris sa première conférence de presse. Financée essentiellement grâce aux dons, elle serait complémentaire à celle annoncée par François Hollande le 10 mai dernier. À quoi servira cette nouvelle fondation ? Les réponses avec nos confrères d'ATV Paris. Autour de cette table, des descendants de colons et des descendants d'esclaves. Après des décennies d'opposition, les voilà rassemblés dans une cause commune, réconcilier leur peuple. Ce qui a caractérisé ce pays, c'est la division du fait de cette histoire. Division des groupes liés à l'esclavage, division des békés ou des blancs pays avec les descendants d'esclaves. Tout le monde est divisé à cause de cette histoire. Et comme nous souhaitons que ces pays puissent se construire, donc il est absolument indispensable qu'il existe une réconciliation. Cette réconciliation,
Éric de Lucie y croit. Cette figure économique incontournable en Martinique milite pour le dialogue. Je pense que la société antillaise particulièrement a besoin de mieux se connaître, les différentes composantes de cette société ont besoin de mieux parler entre elles, de mieux échanger, de plus échanger, de plus échanger dans une ambiance de respect et de confiance entre les uns et les autres. Le projet phare de la Fondation, c'est le travail de généalogie du Comité de marche 98, une importante base de données qui regroupe les noms et les matricules attribués aux esclaves. L'objectif, permettre demain à tous les Antillais de retrouver leurs ancêtres. Il nous a semblé effectivement dans cette histoire et dans l'impact de l'esclavage en fait sur les populations que nous sommes, la question identitaire reste majeure. Ne pas savoir qui on est, ne pas savoir effectivement notre origine, l'origine est fondamentale et le nom est fondamental. La Fondation compte pour l'heure 13 signataires. Des réunions de travail sont prévues chaque mois à Paris. Elle devrait participer à la création du Mémorial national, un projet annoncé par le président le 10 mai dernier. L'essence est devenue une denrée rare dans plusieurs régions de France. Le syndicat CGT a bloqué depuis plusieurs jours les raffineries de France afin de faire plier le gouvernement sur la loi El Khomri. Ils appellent désormais la RATP à la grève illimitée dès le 2 juin. Que pensez-vous de ce mouvement? Karen Diamin vous a posé la question. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution justement de faire ça, de bloquer l'essence pour retirer la loi de travail? Chaque personne retire le profit de ce qu'ils font. Et les grèves, tout ce qui se passe, c'est l'homme. C'est l'homme qui décide à faire monter les lois et faire tout ce qui se passe dans ce monde. D'abord, c'est dommage que nous sommes obligés d'arriver là. Mais est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas. Puisque moi, je crois qu'il faut plutôt une prise de conscience de cette crise et les conséquences donc, que ça a sur nos vies personnelles. Donc, est-ce que c'est la bonne solution? Mais au moins, c'est déjà un point de départ. Pour vraiment obliger le gouvernement, ne serait-ce qu'à réfléchir sur notre situation. Puisqu'il y a des blocages, plus ça va aller, parce que sinon, on ne peut pas enlever la loi de travail. Avec l'article 45.3, le président a pas eu la force pour faire passer la loi. Donc, on est obligé de se mobiliser pour enlever cette loi de travail. De toute façon, je pense qu'en France ou en Guadeloupe, c'est toujours le même problème. Si personne va travailler, l'économie en pâtit, voilà, on ne trouve pas tout ce qu'on veut trouver et voilà, ça devient compliqué. Tout ça pour abroger la loi du travail? Voilà, exactement, mais bon, je pense qu'il y a toujours d'autres solutions. Bon, je trouve que c'est normal, que ça arrive jusque-là. Je pense que, oui, il faudrait que l'État se bouge aussi pour que cette loi-là ne passe pas. Je pense qu'il faudrait que cette loi-là ne passe pas. Franchement, c'est pour nous, en fait, que si les syndicats se mobilisent comme ça, donc je pense que cette loi-là ne devrait pas passer. Mais de toute manière, c'est tous les travailleurs, tous les peuples qui seront touchés, et en France, ailleurs, en Guadeloupe. Il s'agit maintenant pour les travailleurs de se lever et de se battre pour mettre à bas tout ce système. Et certains opticiens ont décidé de mettre en valeur le travail des lunetiers de la Caraïbe, des créations inspirées de nos régions. Reportage Patrick Curie. Cet opticien a une particularité, il associe chaque paire de lunettes à des accessoires de mode. On est un opticien, on vend des lunettes exclusives de créateurs, d'ailleurs qui peuvent être fabriquées dans la Caraïbe. C'est des lunettes que vous ne trouverez pas dans d'autres magasins. Et en même temps, on vend aussi des accessoires. C'est de la vente éphémère, des accessoires tendance qui peuvent être pour l'été, qui peuvent être de plein d'endroits du monde, mais aussi de la Caraïbe, puisqu'on tient vraiment à avoir aussi cette emprise locale. Ses principaux créateurs viennent de toute la Caraïbe, y compris de chez nous. Alors il y a un créateur de lunettes guadeloupéen là, qu'on va mettre en place dans le magasin. On a aussi des produits, des chapeaux, on a un peintre, on a, vous allez le découvrir dans la boutique, plein de choses originales qu'on n'a pas l'habitude de trouver d'ailleurs dans un magasin d'optique. On veut répondre et offrir en Guadeloupe toutes les marques tendances comme Ilesteva, des marques qui ne sont pas distribuées jusqu'à présent parce que des marques un petit peu particulières.
qui plaisent bien ici, peut-être moins en métropole, mais nous on veut vraiment répondre aux attentes de la clientèle. Ce concept existe aussi en Martinique avec la même volonté de faire découvrir les créations de la Caraïbe. Restez avec nous. Dans un instant, nous irons au collège Richard Samuel de Gourbert, où les parents et enseignants menacent de se mobiliser contre les suppressions de postes. Et puis nous parlerons santé et bien-être avec la médecine traditionnelle en Guyane. Au collège Richard Samuel à Gourbert, les professeurs et les parents d'élèves sont unis pour faire front contre les suppressions de postes. Ils ont demandé une audience au recteur et prévoient de se mobiliser demain. Nathalie Dinane et Moïse Dexter ont rencontré la représentante syndicale et un parent d'élève. On les écoute. Le collège Richard Samuel va subir à la rentrée prochaine la suppression de 3 postes d'enseignants porteurs de projets de développement. Une perte importante pour l'établissement, le seul collège de la commune. C'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un établissement qui est au fur et à mesure saigné à blanc, année après année. Nous sommes un petit collège avec de petits effectifs, ce qui nous permettait vraiment de travailler correctement avec les élèves. Et petit à petit, à force de nous supprimer donc des postes, des enseignants et aussi des moyens, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus venir en aide aux élèves. Ces suppressions posent un réel problème dans la continuité de l'enseignement et pour l'épanouissement des enfants, pour la plupart en difficulté. Et c'est malheureux, alors que c'est le seul collège qui se trouve à Gourbert. On s'inquiète énormément parce que ce sont quand même des élèves qui sont en difficulté et grâce au théâtre et grâce à ces subventions, les enfants ont fait une pièce cette année qui leur a permis d'évoluer, d'avancer. On les reconnaît en tant qu'élèves et ça leur donne un plus pour pouvoir évoluer dans l'avenir. Et là, on est en train de tout casser. J'espère que beaucoup de parents vont se mobiliser et qui sont conscients de ce qui va se passer. Il faut absolument sauver l'art plastique, la musique et les postes qui sont en train de sauter parce que sinon, le collège de Gourbert n'existera plus. Enseignants et parents s'interrogent sur les objectifs affichés par le rectorat. Les diminutions liées à des données comptables, c'est inacceptable. On est dans une situation absurde puisqu'on a suppression complète du pôle artistique, donc on n'aura plus ni poste fixe d'éducation musicale ni poste d'art plastique, ce qui est incroyable puisque du coup ça voudra dire qu'on n'aura plus de professeurs certifiés sur lesquels on pourra compter sur le long terme. Puisque si nous n'avons plus de professeurs certifiés, si nous n'avons plus de postes, on risque d'avoir un turnover de personnes qui vont venir de volant, qui vont venir compléter les effectifs. Là, on nous empêche de mener les projets qu'on avait déjà dans l'établissement et qui ont été acceptés. Donc des projets qui ont été financés à hauteur de 20 000 € et qui sont en train, par le FSE, donc par le Fonds social européen, pour venir en aide aux élèves dyslexiques, sont en train de tomber à l'eau là, parce que justement, la personne porteuse du projet va être envoyée ailleurs. Toute la communauté scolaire se mobilise demain pour éviter de voir disparaître le seul collège de Gourbert. Et dans quelques jours, plusieurs manifestations marqueront l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Que représente le 27 mai pour vous? Vos avis recueillis par Karen Diam. Que représente pour vous le 27 mai? Ils disent que le 27 mai, c'est l'abolition de l'esclavage. Le 27 pour moi est un jour comme tous les autres jours. Bon, ce qui m'intéresse, c'est moi, ma santé à moi et pouvoir, comment vous dirais-je, être moi-même. C'est une commémoration de cette manifestation, enfin, de cet événement, de notre passé, tout simplement. Voilà. Oui, c'est quelque chose de très important. Ça ne représente rien de spécial. Le 27 mai, c'est un jour pour moi, c'est un jour comme tous les autres. Et toi? C'est pareil, un jour comme tous les jours. Ça ne fait référence à aucune date symbolique dans l'histoire? La fête des mères? Non, peut-être vous pouvez nous éclairer. L'abolition de l'esclavage? Je me suis dit ça aussi, mais j'ai pas voulu tenter. L'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, et c'est surtout aussi ce que nos ancêtres ont vécu aussi. C'est surtout la première chose. Et on le voit toujours, hein, même si on ne le dit pas, mais ça continue toujours l'esclavage. Hein. C'est l'esclavage modernisé, mais ça continue toujours. L'abolition de l'esclavage pour mon Guadeloupe. Est-ce que l'esclavage est vraiment aboli? Là, c'est une autre question. Là, il y a dit au 27 mai, ça qu'a fait penser à qui vite? Ça qu'a fait penser à l'esclavage, à les ancêtres, quoi. Alors, il faut nous toujours faire inaugurer ça. Faut pas nous laguer ça vraiment, quoi. Oui,
faut nous tout derrière ça vraiment. Nous demandons quand nous pas besoin de ça, mais en fin de compte, nous besoin de ça vraiment. Oui, c'est faut nous faire Timouna nous connaître ça qui 27 mai, ça qui nous quoi. C'est fort. Que représente pour vous le 27 mai? Je vous ai dit, c'était le jour de l'abolition de l'anniversaire. Enfin, c'est ce jour-là que la loi a retenu pour l'abolition de l'esclavage. C'est tout ce que je sais. Hein. Pas dire plus. Alors, quand on vous dit 27 mai, à quoi vous pensez? Libération en nègre en bas fouet à l'esclavage. Nous libres, nous pouvons voter, nous pouvons faire tout butin. Nous vivons indépendants. Bien que nous sous toujours en bas jour à l'autre là, mais nous libres. De passage en Guadeloupe, le slameur et écrivain Timalo a publié son dernier ouvrage, Diablesse, un roman écrit entièrement en créole où il évoque la question des violences conjugales. Bonsoir Timalo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Timalo, ni l'habitude fait mounri, mais là, moun a découvert, avait un livre en d'autres chemins, ou écrit un livre noir, et c'est Diablesse. Bon, nous, décatement à livre là, ça. Eh bien, dans le commencement du livre là, ni Madame Camoufrasé et non Mayo Mario Capé. Et nous, on vit Madame, il a senti bien la sacrafette. Il a demandé petit à petit, qui est dans les 17 ans. Il a dit qu'il ne faut pas y aller à l'école encore. Il faut y aller pour l'éducation. Il y a un homme qui est en bois là, c'est Claude. Et Claude, pour enseigner, il a d'autres bitins, il a besoin d'apprendre. Mais comme Claude son beau grade, et Jacques, même petit à petit, il pas son petit beau gosse, nous pas certains Jacques qui ont apprendre tout ça, il y a apprendre pour sauver la situation. Alors, on peut parler aussi d'un homme, non, c'est Émile, oui. Un homme qui paie famaille, sans but qui raconte négazible en Guadeloupe, ça. Eh bien, imagine, on dit des boucs qui Madame Mayo, mais ou pas savent ça, mais ça qu'a fait. Hein. Mais effectivement, dans ce commencement à livre là, c'était montrer qui Émile, qui costaud comme il dosait, qui levait et fait en salle espoir libre, comment beaucoup ça peut trouver paix Madame Mayo. Qui va avoir besoin de livre là ça? Quand tu as besoin de dénoncer un livre là ça? Pour moi, ça qui était important, c'était comprendre qui genre où la violence a commencé. Souvent, il faut parler de violence à la jeunesse, violence à voler, et comme ça. Mais nous avons une violence en société là où là, avec du plein Madame Capancou, il faut songer. Le livre là a commencé marqué après 2012, une manifestation qui était faite. 6 femmes étaient vieillots. Oui, 6 femmes, et femmes qui étaient entre 19 et 45 ans, Bougayo étaient entre 20 et 50 ans, et en rendant compte. Ça choquait en société là, donc il faut nous garder à qui moment nous casser la violence là pour nous arrêter simer. Et pour moi c'est entre Jean Madame qui a gardé Madame, en qui Jean Madame qui a parlé de Madame, en qui Jean Madame et nom, en qui Jean qui a façadé. Dans tout ça, il y a une grande violence là qui simer, donc il faut nous garder ça et peut-être changer de comportation. Ou rien dans le livre Diablesse, c'est un personnage dans qu'il tient en nous. Oui. C'est un personnage qui est mauvais quand tu avais dit dans ça. C'est un personnage qui est mauvais, mais c'est un personnage qui a un gens pour comporter. Alors, le dit qu'on a la diablesse qui est dehors, il ne faut pas parler. Parce que si on a madame à casa, il ne faut pas parler de la diablesse. Si on a traîné trop de temps là, que je venais vers la diablesse, c'est que chahier. Donc tout ça, c'était pour l'idée à mettre dans la règle qui drette. Mais on découvert des gens, des jeunes petits boys, il était en mouse, en fait, si on est l'école, on découvert des jeunes petits boys qui cherchent la diablesse pour de vrai. Ah, ça c'est Yo qui a dit ça. C'est Yo qui a dit ça. Pani, en le roman qui est marqué en créole, nous connaissons l'Iva Raphaël Confiant. Est-ce que ça t'est qu'à démanger d'écrire un roman en créole? Pour moi, c'est parce qu'on a aimé langue là déjà, on a aimé langue créole. En partie, j'ai écrit un roman dans notre langue qui est créole déjà d'ailleurs. Et c'est parce qu'en Anthony Blébitin, on t'avait dit qu'il était quand même des places. On a déjà essayé avec des gens, son concept album, il y a 19 textes poétiques qui parlaient des mouvements là, mouvement LKP qui fait là. Et là aussi, moi, je suis rentré dans l'entrée qui j'en ai l'autre, on met aux femmes face à des qui j'en madame qui y avait madame, nom qui y avait nom, on a besoin de place, on a besoin de plus de personnages. Et nous voilà. Quoi. Parce que nous parlons d'Émile, mais d'être d'autres personnages forts, oui. D'autres moments forts dans le livre là. Oui, et justement, à raconter petit monde qui lit, à raconter si vous, pour nous canter demain au soir, en salle Minnesota Piplis. Donc, il a à partir de 6 heures en salle Minnesota. Donc, les gens qui lit le livre là, les gens qui peuvent lire, viennent joindre nous, qui peuvent parler dans les livres là. Ils ont découvert d'autres personnages comme Yolène, comme Jacques, comme Gabriel, comme Jessica, qui est dans le livre là. Mais nous avons des bonnes annonces là, tout de suite, à cet écran là. On a regardé ça. Émile Faunaz, un grand boug, costaud comme bulldozer,
tout veille paix, madame. C'est pas un créole compliqué à lire. On s'y amuse, on est captivé, on est ému. Qui donc Émile, qui fait charpentier et maçon là était jeune, qui devait faire dans sa liste pour Anibré, Émile Faonaz, ti moun l'école de crier Terminator, mettez y courir. Il y a de l'humour et il y a de l'amour. Mais il faut le lire à haute voix. Le lire comme cela, je pense que c'est plus ardu, mais si on le lit à haute voix, c'est certainement très aisé et ce serait intéressant de donner aux gens l'envie de lire. Il courit belle ballon, qui fait pas tenir temps apprécier, travail à cirer, qui te décorer la couleur et puis on chapelet goutte la pluie. J'adore personnellement, je suis une lectrice de Maxime Chatham, Stephen King, et je trouve qu'adapté au créole avec toutes les expressions bien à nous, ça va être, pour moi, j'ai juste les extraits, j'ai trouvé ça génial. Parce qu'on va ça vous décider de faire un blé. Parce qu'on va même bitin qui ou jusqu'à venir figuer un homme là pour décrire ici. Eh bien, en veut ou moi, excuse-nous, c'est sans V. Fifi n'a qu'à chater, juste tacter Fidji à Olivier. Je pense que connaissant Timalo, oui, il prend sûrement la défense des femmes, mais on devrait tous la prendre la défense des femmes. Et en haut à couche là, assis on crucifie, on Jésus-Christ inutile, t'es qu'à garder désespoir quand envahi Figia et Émile Faonaz. Et là, regardez, bête là arrêté varié. Et en grand silence, mariqué à Émile. Timalo, thriller en créole, ça a fait mon paix, ça? Oui, ça a fait mon paix, mais ou tranquillement, d'un coup, on paye qui n'y plaisir. Timalo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous prenez soin de votre santé? Merci. Oui. Ah oui. En Guyane, un grand salon consacré au bien-être par la médecine douce s'est tenu la semaine dernière. De la réflexologie en passant par le shiatsu, toutes sortes de moyens pour se sentir mieux dans sa peau. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Le bien-être peut parfois provenir de bestioles tristement célèbres pour leur appétit sanguinaire. Sur de la chirurgie qui permet par exemple de réparatrice, une greffe, que ce soit des doigts, des oreilles, quel que soit le type de greffe, en fait, de plus en plus, maintenant, les sangsues reviennent. Alors il faut savoir que les sangsues sont considérées comme des médicaments. On peut aller chez son pharmacien aujourd'hui et commander ces sangsues. Il existe un centre d'élevage à Bordeaux, comptez entre 5 et 10 € pour une sangsue. Ces petites bêtes sont traitées comme des seringues, elles ne peuvent être utilisées que pour un seul patient. Ce salon permet à Karim de vanter leur mérite, mais aussi de dissiper la peur qu'inspirent ces animaux mal aimés. Il faut savoir que franchement, la sangsue est un animal très sensible. Si vous mettez un parfum, un déodorant, un savon même de couleur, il faut savoir que la sangsue, très rapidement, elle ne vous mordra pas. Regardez bien, elle s'accroche sur moi. Mais à un certain moment, à cause sans doute de l'odeur, de savon ou de choses comme ça, elle ne reste pas accrochée. Au détour des Bouddhas et fontaines de méditation, le visiteur peut découvrir le Dien Shan, une multiréflexologie datant des années 80, créée par un certain professeur Bukokcho. Cette technique s'applique essentiellement sur 500 points du visage, dits de rééquilibrage, indiqués sur ce schéma. Après le visage, c'est au tour des pieds de prendre du bon temps. La réflexologie plantaire, c'est la spécialité de Serge Guichon. Tous les organes du corps humain trouveraient des points de correspondance, dont la plante des pieds. On peut, de manière très positive, entrer en contact avec chaque partie de ce corps. Pendant ce massage des pieds, mes mains vont rencontrer plein de situations, plein d'endroits du corps qui vont d'eux-mêmes se sentir soutenus si jamais le point touché à ce moment-là est positif. Tout le corps est soutenu par le pied, tout le poids. Et le fait de travailler tous les membres du corps par ce massage est très important et ça fait du bien. L'imagination est elle aussi mise à contribution à travers l'art-thérapie. Coloriage, découpage ou photomontage, le patient apprend par la création artistique à se libérer de ses tensions. Un peu comme le ferait un thérapeute en massage qui va dénouer un nœud au niveau musculaire. L'art-thérapeute va permettre de dénouer une angoisse, une émotion qui génère un blocage. Si chacun de ces thérapeutes est souvent seul à exercer sa discipline sur le territoire, ils sont tous réunis au sein de l'association Shinbao. En Guyane, le secteur de la médecine douce est en plein essor.
Quelques informations pratiques maintenant pour mieux vivre. Quelques déconvenues, il y aura des coupures d'électricité du 23 au 26 mai aux Abîmes, Le Moule, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau. Faites donc des coupures d'électricité et puis des coupures d'eau pour le Gosier et plusieurs quartiers de Sainte-Anne avec un retour à la normale prévu demain en début de matinée. Faites des réserves d'eau. Et enfin, il y aura des perturbations importantes au niveau de la distribution de l'eau potable aux Saintes le mardi 25 mai avec un service pendant 6 heures du lundi 30 au mardi 31 mai de 8h à 10h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout de suite.